cette vidéo, nous allons lire un article qui s'appelle An Uncomplicated Man, qu'on pourrait traduire par un homme pas très compliqué, et qui est écrit par Emily Wilson. Pour tous les fans de films et de littérature, vous savez peut-être de quel article je parle. Pour les autres, cet article est écrit par Emily Wilson, qui est une traductrice et qui a notamment traduit l'Odyssée d'Homère. C'est une traduction qui est très reconnue car elle serait plus fidèle à l'œuvre originelle. Car à travers les siècles, il y a beaucoup de parasites qui se sont introduits dans les différentes traductions de l'Odyssée. Et celle d'Emily Wilson est donc plus moderne et avec une vision plus féminine, voire même féministe de l'œuvre. Donc, très intéressant si vous voulez mon avis. Et cette traduction est aussi connue car Christopher Nolan s'en est inspiré. En tout cas, c'est basé sur elle pour écrire son film L'Odyssée. Et donc, cet article que nous allons lire est une analyse du film par la traductrice Emily Wilson. Et elle l'a donc appelé un homme pas très compliqué. Et j'adore. Et j'ai très hâte de lire cet article car j'ai détesté, et je dis bien détesté, le film de Nolan. Je vais pas étaler mon avis, peut-être que je pourrais rebondir à certains moments de l'article pour dire ce que j'en pense. Mais en gros, on dirait juste que ce film a été écrit par une IA. Genre, tu demandes à n'importe quelle IA de décrire un film basé sur l'Odyssée. Et c'est ce film qui sortirait. Ni plus ni moins. Et ça me déprime un peu qu'autant de gens aient aimé. Ça me déprime encore plus qu'il ait été filmé en IMAX et qu'il soit rendu très difficile d'accès dans son format voulu, on va dire. Enfin bref. Du coup, on va lire cet article. Je regarde pas beaucoup de vidéos ASMR où les gens lisent. Ça m'intéresse pas beaucoup. Mais je me dis pourquoi pas essayer. Peut-être que ça vous intéressera. Alors, c'est parti. La version à 250 millions de dollars de Christopher Nolan du poème grec ancien d'Homère est une manière divertissante de fuir les températures élevées pendant quelques heures. Ça commence bien. Les sauts temporels et les rebondissements narratifs
chien dont l'adorabilité est tant que chiot est... Ah pardon, là c'est de ma faute. Dont l'adorabilité en tant que chiot est sans surprise amplifiée pour correspondre à notre époque amoureuse des animaux. Si seulement les personnages humains avaient bénéficié d'une attention aussi sérieuse. Elle dénonce l'hypocrisie qu'on peut avoir envers les animaux alors que l'homme, l'être humain ne nous intéresse pas. C'est quelque chose, pourquoi pas intéressant. Après, je sais pas si c'est mon combat. L'épopée homérique était déjà en adaptation. Alors, je suis désolée. En fait, je pars tellement du principe que la traduction est nulle que je suis en mode mais qu'est-ce qu'elle a encore fait cette traduction? C'est quoi ce mot? Alors que c'est juste moi qui ne sais pas lire. Je reprends. L'épopée homérique était déjà une adaptation. Le poème utilisait une technologie relativement nouvelle, l'alphabet écrit, pour retravailler des traditions mythiques existantes, en remodelant l'histoire du retour au pays d'un vétéran afin qu'elle résonne avec les préoccupations complexes des populations grécophones de la période archaïque, une époque marquée par les migrations, la colonisation et l'urbanisation. Certaines communautés grecques du 7e siècle avant notre ère étaient gouvernées par des oligarches, d'autres par un seul homme. Le poème explore la tension entre les besoins et les désirs de groupes d'hommes. Les compagnons d'Ulysse ou les prétendants de son épouse Pénélope, et ceux d'un homme unique, puissant et rusé, qui voulait gouverner et obtenir pour lui-même une gloire éternelle. À une époque de transformation culturelle et technologique, le poème examine le fantasme d'un retour dans le passé aussi bien que dans l'espace, tout en montrant ses dangers et ses coûts. Il affronte les difficultés liées à la rencontre avec des étrangers, au fait d'entrer dans leur maison et de les accueillir ou de les rejeter dans la sienne. Les résonances contemporaines sont évidentes et le film de Nolan en suggère certaines de manière intéressante, mais dispersée. Cependant, la version du film est trop confuse et ses personnages trop peu développés pour tenir une promesse qu'il laisse entrevoir en matière de grandes idées, même s'il est très efficace pour produire de grandes explosions et de grands géants. Les adaptations ne doivent ni ne devraient suivre l'œuvre originale avec la précision d'une traduction. Certaines des meilleures transforment radicalement le matériau source ou lui résistent en proposant ce que Harold Bloom appelait les lectures erronées puissantes de leurs prédécesseurs. Parmi les réponses créatives les plus mémorables à l'Odyssée, comme Hélène d'Euripide, l'Énéide de Virgile, le Paradis perdu de Milton, Ulysse de Joyce, Homéros de Walcott, l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood, Circé de Madeleine Miller ou encore la pièce de Lisa Peterson, située dans un camp de migrants contemporains. Beaucoup repensent la structure, la narration et les valeurs du poème. En théorie, Nolan semble comprendre le défi et ses dangers. Son premier long métrage, Following, était un thriller puissant en noir et blanc sur la fascination et les dangers liés au fait de suivre des inconnus à travers l'espace et le temps. Le chasseur risque davantage de devenir la proie, suggère Following. C'est celui qui prétendra que les autres ne possèdent pas d'identité claire au-delà d'une croyance mal placée en sa propre ingéniosité. Mais savoir quelles tentations doivent être évitées n'est pas la même chose que les éviter. Comme les hommes d'Ulysse l'apprennent à leurs dépens lorsqu'ils tuent le bétail sacré, l'Ulysse d'Homère parvient à rentrer chez lui parce qu'il est capable temporairement de
dangereux, ou à quel point on ne souhaiterait pas être à la place de ces personnages finalement. Alors que si il avait adopté une vision plus à taille humaine, eh bien nous serions avec ces personnages et nous aurions peur pour eux. Là, on profite juste du spectacle finalement. Bref, continuons. J'allais dire anyway, mais on va essayer de rester en français. Le spectacle de Nolan menace de noyer
sans lien de parenté qui se prolonge sur plusieurs générations. Dans le film, la Xenia est filtrée à travers des conceptions américaines contemporaines de l'importance de la charité philanthropique. Les personnes riches devraient faire preuve de générosité envers les pauvres et les affamés qui les entourent, sans nécessairement faire quoi que ce soit pour réduire leur pauvreté. Nombre des valeurs implicites du film contredisent directement celles du poème d'Homère. La tromperie, la recherche de la guerre, les relations extra-conjugales, la cruauté envers les animaux, la violence faite aux femmes et la quête de l'honneur. Toutes ces choses sont parfaitement acceptables dans le monde d'Homère, sont ici présentées comme très mauvaises. Ce n'est pas nécessairement un problème en soi, mais cela devient problématique si les propres valeurs de la vision du film ne forment pas un ensemble cohérent et si les motivations des personnages ne fonctionnent pas selon leur propre logique. Dans l'Odyssée de Nolan, massacrer des personnes à l'aide de ruses, de technologie et d'armes est présenté comme mauvais. Lorsque les Grecs tuent les Troyens qui ont violé la Xenia, comme pour justifier lorsqu'Ulysse tue les prétendants qui ont eux aussi violé la Xenia. Prendre quelque chose qui semble avoir été abandonné par Ulysse et ses compagnons est naturel et pardonnable lorsque les Troyens revendiquent le cheval, mais devient contre nature et impardonnable lorsque les prétendants revendiquent le palais d'Ulysse, sa nourriture, son vin et son épouse. Franchement, j'étais pas assez allée aussi loin dans ma réflexion de pourquoi j'aime pas le film. C'est plutôt intéressant. Après, je pense que Christopher Nolan se défendrait en disant que ouais, mais non, en fait, j'allais dire que Ulysse aussi a tout perdu, mais en fait, il a rien perdu. Enfin, il a perdu son équipage, mais bon, il semblait pas en avoir grand chose à foutre. Et il a perdu 10 ans de sa vie, I guess. Je pense que c'est un peu ça la morale, même si c'est quelque chose de pas très intéressant. Les étrangers à Ithaque doivent être accueillis avec une généreuse bienveillance, comme s'ils pouvaient être des dieux déguisés. Mais les étrangers rencontrés dans des terres lointaines sont généralement des monstres qu'il faut aveugler, voler et massacrer. Ok, Mahu, je suis complètement d'accord. Ulysse se permet de faire beaucoup de choses que la morale du film, qui est répétée sans cesse, ne devrait pas permettre, en tout cas interdit. Et même si à la fin, comme je disais, la morale du film c'est bon bah voilà, Ulysse c'est pour ça, c'est parce qu'il a violé ça qu'il a mis 10 ans à rentrer, etc. Je pense pas que c'est quelque chose de très clair pour le spectateur. Je pense que personne ne comprend vraiment qu'Ulysse a été puni d'avoir aveuglé le cyclope, d'avoir fait tout ça. Ou en tout cas ce n'est pas assez clair, ou pas assez punitif. Ouais, bon après tout son équipage meurt. C'est fou de se dire que la punition pour un homme, pour les erreurs d'un homme, c'est la perte de tout son équipage. Et c'est ça la morale quoi. Genre, Ulysse, you should just have died, honestly. Ok. Je suis complètement perdue. Prendre quelque chose, tac tac tac. Non mais attendez, je me suis complètement perdue là. Ok, c'est bon, tac tac tac. Ok, c'est bon. Ouais, je me suis arrêtée en plein milieu d'un paragraphe, donc normalement je m'arrête à la fin des paragraphes. Défier les dieux est noble et courageux lorsqu'Ulysse aveugle Polyphème, le fils de Poséidon. C'est stupide et cupide lorsque Euryloque mange le bétail. La tromperie est mauvaise lorsqu'Ulysse trompe Sinon, ou lorsque les prétendants trompent Télémaque. Mais elle devient bonne lorsque Télémaque et Ulysse trompent les prétendants. C'est intéressant honnêtement. Le partage est présenté comme une
John Leguizamo fait ce qu'il peut avec le rôle de May, désormais affligé de cataracte, afin de garantir qu'il ne puisse pas reconnaître Ulysse avant le moment opportun. Mais le scénario de Nolan ne lui donne rien à exploiter. Le seul souhait de ce serviteur, le terme préféré du film pour désigner un esclave, est de rendre la vie d'Ulysse plus confortable. Mais l'Ulysse de Damon reste malheureux tandis qu'il avance péniblement vers la caméra à travers un paysage magnifique de plus. La guerre de Troie est présentée comme une anomalie, la faute d'un Agamemnon sans visage et monstrueux. Celui qui porte cette étrange tenue façon Dark Vador, qui a échoué en tant que père de famille américain en tuant sa fille. Ulysse est présenté comme un chef idéalisé qui ne mettrait jamais volontairement son peuple en danger. Ce sont ces hommes insensés qui insistent pour aller explorer eux-mêmes la demeure de Circé, et il va gentiment les récupérer, sans même prendre le temps d'avoir des relations sexuelles avec la déesse pendant 1 heure, et encore moins pendant une année entière enchantée. Oui, parce que dans l'Odyssée, Ulysse reste du coup une année, j'imagine, avec Circé, et ils sont en couple, quoi. L'Ulysse de Damon est principalement motivé par l'anxiété et la culpabilité, même s'il est également déterminé à protéger son fils. Tom Holland est convaincant dans le rôle d'un jeune homme maladroit de 20 ans qui semble en avoir 12. Je suis pas spécialement d'accord, moi je suis pas trop fan du jeu d'acteur de Tom Holland, maintenant personne ne m'a... Enfin, quand tu les vois là, je trouve que personne ne mérite ce statut de grande star, tu vois, genre... Personne n'était très intéressant, mais après je pense que le scénario ne leur donnait pas de quoi être très intéressant aussi. Mais cette représentation d'Ulysse comme un chef de guerre réticent rend absurde l'univers imaginé par le film. On ne nous montre pas que la guerre ou le meurtre sont mauvais, on nous montre seulement que les hommes bons se sentent parfois mal de les pratiquer, ce qui est un point très différent. Je suis entièrement d'accord. Toute représentation sérieuse de la violence ancienne ou moderne doit montrer le point de vue des victimes aussi bien que celui des responsables. C'était déjà le problème d'Oppenheimer. Et les poèmes homériques franchissent facilement cette limite, mais Nolan ne le fait pas. Parce que Nolan, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les victimes, ce n'a jamais été les gens qui vont subir des atrocités, ce sont les gens qui commettent des atrocités et essayer de les rendre humains. Et dans le contexte actuel du monde, où les gens de pouvoir commettent des atrocités, évidemment que ça reste des humains et qui sont probablement une part de bonté peut-être au fin fond d'eux, mais elle est complètement entachée par tout le mal, la violence, le meurtre qu'ils font. Et je trouve ça fou que Nolan leur donne autant de gaz. Encore, tu le fais une fois, pourquoi pas, mais tous ces films, en tout cas Oppenheimer et ce film, c'est ça. C'est vraiment justifier les atrocités d'un homme abominable. On se demande ce qu'il a fait pour avoir envie de parler de ça autant. Toute représentation sérieuse de la violence, ancienne ou moderne, doit montrer le point de vue, ok, ça j'ai lu, mais je relis quand même, le point de vue des victimes aussi bien que celui des responsables, et les poèmes homériques franchissent facilement cette limite, mais Nolan ne le fait pas. Les Troyens sont déshumanisés par leur masse, mais nous ne connaissons aucun d'eux par son nom ou son visage. Les mains d'Ulysse et de Télémaque ne sont couvertes de sang qu'à travers les formes de meurtre les plus acceptables d'un jeu vidéo. Et nous ne ressentons ni pitié, ni horreur face à la mort de leurs victimes, qu'il s'agisse des Troyens, des géants, des prétendants ou des esclaves. Pendant le sac de Troie qu'il est censé avoir organisé, Ulysse regarde autour de lui avec stupéfaction et effroi, comme s'il n'avait jamais vu un massacre auparavant. C'est vrai qu'on se demande quelle est la différence avec tous les autres massacres qu'il a perpétués auparavant. Après, j'imagine qu'il y a le truc de la fourberie du cheval de Troie, j'ai brisé la loi de Zeus, machin, mais je trouve que
sommes également invités à mépriser le principal prétendant de Pénélope, Antinos, l'esprit opposé, parce qu'il est lâche, menteur et intrigant. Le film nous demande à la fois d'être horrifié par la guerre et de célébrer les séquences d'action où le guerrier réticent finit par reprendre son arc et où le sang commence à couler. Ça se voit que c'est vraiment un point de vue féminin sur toute cette situation. Je suis complètement d'accord. C'est à double tranchant en fait. La guerre, c'est objectivement tout le temps atroce. La mort est tout le temps atroce. Et qu'elle soit autant glorifiée alors qu'elle est critiquée pendant tout le film, ça prouve vraiment que Nolan n'a pas la sensibilité nécessaire pour parler de ce sujet. Le massacre des prétendants est probablement la séquence la plus divertissante du film. Lantinos, joyeusement maléfique, Pattinson, est la seule personne sur le plateau qui semble vraiment s'amuser. Mérite clairement d'être poignardé à mort avec le poignard de Sinon, mais mérite aussi l'un des Oscars qui vont tomber sur ce film comme la pluie d'or de Zeus. En effet, c'est un film à Oscar malheureusement. L'Odyssée de Nolan manque de nombreux éléments qui font la grandeur du poème. Elle n'a rien de convaincant à dire sur le temps, la mémoire, l'histoire, la guerre ou sur les relations entre le retour glorieux d'un guerrier et la vie de sa famille, de ses adversaires, de ses compagnons, de ses amis et de ses voisins. Elle manque de profondeur psychologique, émotionnelle, politique et éthique. Sa structure narrative repose sur des effets de style. L'écriture est catastrophique. Aucun personnage n'a de motivation convaincante pour expliquer ses actes ou ses paroles. Il n'y a aucune scène de sexe et toute la nourriture semble horrible. Bon, par contre, elle a une passion pour les scènes de sexe apparemment. Le problème éthique et le plus préoccupant concernant l'Odyssée de Nolan concerne la décision de tourner une partie du film dans le territoire occupé du Sahara occidental. Oh là 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 là, contribuant ainsi à normaliser la violence persistante exercée contre le peuple autochtone Sahraoui. Putain de merde, vraiment, c'est déprimant honnêtement à ce point-là. Mais c'est très révélateur de la vision du monde de Nolan, hein. Il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre. Et quand t'es un artiste et que tu fais des films, t'es censé en avoir quelque chose à foutre. Lui, en fait, c'est un chef opérateur, le mec. Tout ce qu'il en a à foutre, c'est sa caméra et max de merde. Il est particulièrement choquant que Nolan ait utilisé cette terre uniquement comme décor visuellement impressionnant pour un film qui place au centre, glorifie et réhabilite le héros d'une guerre territoriale simplement parce qu'il reconnaît tardivement et partiellement sa propre culpabilité. Malgré tout cela, la sortie de l'Odyssée reste néanmoins un événement à célébrer. À une époque où l'on nous dit que nous sommes entrés dans l'ère du streaming, cette épopée ramène le public dans les salles de cinéma. À une époque où l'on nous dit que la lecture décline et que les humanités sont en train de mourir, les traductions de l'Odyssée, y compris la mienne, se vendent très bien. Certains de ceux qui achètent le livre ou qui vont au cinéma voir Tom Holland finiront peut-être par étudier le grec ancien. Peut-être que le film convaincra quelques administrateurs d'université de ne pas supprimer leur département de littérature, de langue et d'histoire. Nolan, qui a étudié l'anglais à l'University College de Londres, où les étudiants étudient encore l'Odyssée comme texte fondateur en première année, fait de son mieux pour inciter le grand public à recommencer à lire, et je lui en suis reconnaissant. Je suis pas spécialement d'accord avec cette fin. Oui, c'est la fin de l'article. Je ne suis pas spécialement d'accord avec cette fin, mais je trouve ça très bien de l'avoir mise. Moi, à titre personnel, c'est pas une pression que j'aurais fait si j'en parlais avec mes potes, tu vois. Mais quand c'est un article qui va être lu par autant de personnes, je pense que c'est bien de terminer par une note positive, sans devoir se forcer à dire du positif du film en lui-même, si elle n'en trouve pas. Maintenant, sur le fond, même si je suis d'accord avec elle, hein, que des grands blockbusters
Et ça me fait peur. Enfin, ça me fait peur. Il y a des choses qui me font bien plus peur dans l'avion. On est d'accord, mais ça me fait chier en tout cas. Voyez des films, c'est très important. C'est sûr et certain. Lisez des livres, c'est aussi important. Car les films et les livres, et l'art en général, permet de découvrir des horizons que on ne connaît pas, de rencontrer des profils qu'on ne rencontrerait jamais dans la vraie vie, de se mettre à la place d'autrui, de voir des visions différentes de les nôtres. Voilà, merci beaucoup, je vais aller lire un livre. Des nôtres. C'est très important de faire ça. Challengez-vous. Ne consommez pas juste du divertissement. Car, encore une fois, ça ne fait que renforcer des choses qu'on vous met en tête. Et tout ce que vous consommez, tout ce qu'on vous met en tête aujourd'hui, c'est pour mieux vous contrôler et pour mieux vous faire raquer. Ni plus ni moins. Le monde, il fonctionne comme ça, c'est aussi simple que ça. Et lire un livre, regarder un film avec une vraie vision d'auteur. Parce que ça, le problème des films, c'est que ça coûte tellement cher que les artistes sont obligés de se plier au jeu du capitalisme pour avoir l'argent de faire un film. Ce qui est beaucoup moins le cas avec les livres. Mais les livres sont aussi plus difficiles d'accès. Enfin, tu peux avoir des livres très accessibles, mais c'est plus difficile à consommer que regarder un film, tu vois. Mais essayez de voir des films avec des vraies visions d'artistes qui ne sont pas trop, qui n'ont pas du trop plié au capitalisme et au marketing. Et lisez des livres, c'est très important. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et du coup, pour finir, oui, peut-être que l'Odyssée de Nolan, ça fait venir beaucoup de gens en salle.